Alors, pour la première question, Madame Alekovic, pouvez-vous nous parler des stratégies de base de la manipulation des populations, ce que vous appelez aussi la psychiatrie noire, ce Oui. qui pourrait expliquer pourquoi plusieurs de nos proches semblent avoir perdu la raison, soit leur capacité à discerner ce qui est moralement acceptable et ce qui ne l'est pas. Je vous en ai parlé d'entrée de jeu. Beaucoup de familles se sont disloquées, des membres de famille ne se parlent plus, des disputes, des gens qui s'entendaient très bien avant la crise qu'on a connue et qui Ouais. aujourd'hui sont complètement, ils n'arrivent même plus à se communiquer. Alors, comment on peut expliquer ça, Madame Alekovic? Je vous laisse. Il y a un côté dans la manipulation des humains, des individus ou des collectifs, il y a un côté qui est beaucoup plus dangereux, qui est beaucoup plus secret, si on peut dire, qui est beaucoup plus sombre, qui est beaucoup plus délicat et qui est totalement interdit par notre science éthique et par notre sermon d'Hippocrate. Et ce domaine-là, ce n'est pas la manipulation simple, comme je viens de dire, mais c'est un côté très dangereux de l'abus de toutes les lois de la psychopathologie contre les humains euh, à- dans les buts idéologiques, politiques, répressifs et tout autre. Et ce domaine-là, qui est le domaine beaucoup plus secret, c'est la partie sombre, on peut dire, de la manipulation générale. Et la partie sombre, la partie très particulière, je l'appelle la psychiatrie noire ou la psychopathologie noire, comme vous voulez. En fait, dark, black, comme vous voulez, n'importe quel concept. Et ça, c'est vraiment l'abus de... Ça, déjà, c'est quelque chose qui est interdit par notre science, par l'éthique, et qui est interdit par le serment d'Hippocrate. C'est-à-dire que c'est ce qu'on ne doit pas faire. C'est ce que tous ceux qui, enfin, nous, quand nous faisons notre serment d'Hippocrate, nous jurons que jamais, jamais, on ne fera pas des expériences pareilles sur les humains. Alors, D'accord. malheureusement, ça se fait, et beaucoup de collègues de tous les niveaux, très souvent violent le serment d'Hippocrate et ils sont très souvent corrompus, achetés par les services politiques, idéologiques, répressifs et autres. Et ils aident justement les appareils totalitaires et répressifs à travers le monde. Ils les aident pour pour leur expliquer comment faire pour manipuler vraiment l'humain. C'est-à-dire, cette fois-ci, pas pour manipuler simplement, mais pour faire le contrôle mental, D'accord. pur et dur. Parce que les politiques n'en savent rien. Hein. Ils ne sauraient jamais faire quoi que ce soit s'il n'y avait pas des collègues qui leur expliquent tout ça d'une façon malhonnête, interdite par notre morale et éthique. Mais c'est comme ça. Il y a malheureusement des collègues qui contribuent à tout cela. D'ailleurs, il y avait un qui était très connu, un psychiatre très connu qui a vécu longtemps au Canada et qui a fait des expériences sur justement un Allen Memorial Institute in Montreal et D'accord, c'était Cameron. Donald Evan Cameron. Oui. Alors, et plein d'autres, plein d'autres. Il n'y a pas que lui, mais lui, il était au Canada, c'est pour ça que je le mentionne. Il était très longtemps et son programme était très développé aux États-Unis, partout aux États-Unis et spécialement au Canada. Et son programme était publié ouvertement dans le American Journal of Psychiatry en 1956, un programme de torture des patients, des clients, des malades, vraiment un programme affreux, mais ça a été traité comme quelque chose de scientifique. Il n'y avait aucun problème de publier ça. Et lui, il a été financé par American Intelligence Agency et il a travaillé pour eux. En fait, la psychiatrie noire, c'est maintenant, elle a donc deux côtés. D'un côté, c'est la manipulation simple et toutes sortes de diversions. Ça, c'est quelque chose de très banal dans le monde de la psychologie sociale. Les diversions sont partout, il y a rien de particulier dedans. On en reviendra. Donc, quand il s'agit de l'abus de la psychopathologie, et quelles sont exactement les méthodes, disons, énumérons les méthodes, et puis après, je vais essayer d'expliquer
tant bien que mal ce que je pourrais d'une façon simple, ces méthodes de la de l'abus de la santé mentale finalement des gens et le contrôle mental sur les humains. Eh bien, les méthodes sont d'abord la méthode de... Là, je parle de ce domaine qui est dangereux, et qui est très dangereux et qui est interdit. Je ne parle pas de du conditionnement en général, de la D'accord. manipulation simple. Je parle de ce domaine particulier. Alors, déjà, nous avons la méthode, tout ça, ce sont des méthodes et des programmes. Nous D'accord. avons la méthode de confusion. Je vais expliquer après en quoi consiste la méthode. Donc, c'est le programme ou la méthode de confusion et de choc. Ensuite, nous avons le programme de les techniques qui dépersonnalisent les personnes, c'est-à-dire ce sont les personality breakdown techniques, ce sont les techniques qui sont utilisées pour casser la personne, voilà. Euh, la personne individuelle ou collective. Ça, on peut discuter aussi là-dessus. Ensuite, nous avons la privation sensorielle comme une méthode très importante, très inhumaine, très cruelle, testée depuis longtemps. Et elle a deux côtés. Elle a le côté physiologique et le côté psychologique, la privation sensorielle. Et ça, c'était des expériences de tout temps, surtout les expériences sur la privation sensorielle ont été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration par les médecins nazis. Et J'ai ensuite, l'impression que vous êtes en train de décrire le MK Ultra en ce moment, là. oui, mais ça viendra plus tard. C'est ça? Là, on est dans les années, par exemple, dans les années 30 et Mind Control, American Mind Control va venir dans les années 50, un peu plus tard. Mhm. Ensuite, nous avons donc la privation sensorielle pourrait avoir un côté physique et psychologique. Ensuite, nous avons les méthodes tout simplement de répression et l'identification qui enchaînent, entraîne l'identification à l'agresseur, le mécanisme de défense le plus pathologique qui soit, mais qui est toujours autour de nous, partout. Ça, c'est vraiment la pathologie pure et dure. Ensuite, nous avons les méthodes de répression. Oh oui, de répression, ça c'est ce que je viens de dire. Les méthodes d'humiliation. Les méthodes de lavage du cerveau. Moi, je parle maintenant en général des méthodes. Maintenant, toutes les méthodes et les programmes ont des noms particuliers. Ça, c'est quelque chose à part. Les méthodes donc d'humiliation, de lavage du cerveau, euh, et finalement des méthodes qui ont pour effet les dommages physiques. Les dommages physiques et les blessures, si vous voulez. Enfin, c'est vraiment là le côté physique. Et ça, c'est ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on a appelé toujours et ce qu'on appelle aujourd'hui aussi, c'est l'eugénisme. Ouais. L'eugénisme blanc ou noir. En tout cas, là, on parle de l'eugénisme noir qui a commencé bon, aussi dans les guerres, etc. L'eugénisme, c'est une science très humaine, mais après un certain Joseph Mengele, on peut parler de l'eugénisme dans un autre sens. Ouais. Donc, finalement, les méthodes de la psychiatrie noire, encore une fois, ce sont les méthodes de confusion et de choc, du programme de schizophrénie SCH. C'est un programme qui se fait sur les patients pour qu'ils deviennent schizophrènes. Ah oui. La privation sensorielle, physique et affective, la répression, l'identification à l'agresseur, l'isolement, l'humiliation, lavage du cerveau et l'eugénisme à la Donc, fin. c'est de la torture psychologique pure et dure. Ça, ce sont donc là nous avons puisqu'il s'agit de la psychiatrie, là nous avons une synthèse des expériences physiques et les expériences mentales. De toute façon, si on est moniste, c'est la même énergie. Hein. On part quand on parle du corps, on parle du mental, tout ça c'est lié. Alors, la confusion et le choc, déjà dans les années 40, c'est-à-dire en 1947, il y a un psychologue, c'est la psychologie sociale, qui s'appelait Kurt Lewin, qui avait lancé sa théorie du choc psychologique. C'était en 1947. Quand même. Euh, c'est pas Naomi Klein, c'est pas Bon, ouais. le côté économie, là, c'est beaucoup plus ancien. Mais pour être honnête intellectuellement, bien avant Lévin, nous avons dans les stratagèmes de la guerre chinoise
l'art de la guerre, nous avons la 36e stratagème, c'est-à-dire la dernière, qui dit combinez tous les autres et vous aurez le choc. Donc, les Chinois ont les stratagèmes, c'est Art of War de Sun Tzu. C'était avant Jésus-Christ, mais au Moyen Âge, les stratagèmes étaient encore un petit peu, encore plus développés et systématisés. Et là, vous avez 36 stratagèmes. Et la dernière, la 36e, dit tout simplement, vous combinez tout ce qu'il y avait avant et vous aurez la dernière qui est la méthode du choc. Donc déjà, les anciens Chinois, avant Jésus-Christ, savaient très bien ce que c'est la méthode du choc psychologique. On n'a pas attendu Lévin non plus. Mais bon, dans les années 47, c'est Kurt Lewin qui lance la théorie de la choc thérapie psychologique, hein, qui peut-être n'était pas abusée, mais cette théorie du choc était lancée. Alors, quand on parle de confusion de choc, on n'a qu'à se souvenir que ce qu'on a vécu ces dernières 3 années dans cette ambiance et hystérie Covid, dans cette opération, parce que c'était pas l'histoire de virus, c'était une opération. 19, c'est l'année de l'opération. Quand il y avait la confusion et le choc permanent tous les jours, avec les informations contradictoires tous les jours, juste pour se souvenir, hein, 2, 3 mots là-dessus, où les grands-parents ne pouvaient pas voir leurs petits-enfants, où les enfants ne pouvaient pas voir les grands-parents, où on avait été informé que le virus était très, très, comment dire, dangereux, comme la peste médiévale, ensuite pour être informé un peu plus tard que c'était pas ça, que c'était pas si grave que ça. Ensuite, que le port de masque était très efficace pour être informé un peu plus tard que ça servait à rien, qu'on pouvait sortir et qu'on pouvait pas sortir. Donc, on avait les informations contradictoires tout au long de la journée. Ça, c'est très important, l'aspect contradiction. Parce que l'aspect contradiction, si vous donnez les informations contradictoires en permanence, d'une façon monotone, permanente, la personne commence à perdre tout repère et ne croire en rien. Et ça, c'était le but. C'est la méthode SCH, finalement, la méthode comment rendre les personnes schizophrènes et les dépersonnaliser. C'est exactement Personality Breakdown Techniques. Alors, c'est dire tout au long de la journée, donner les informations contradictoires. C'est blanc, c'est noir, c'est blanc, c'est noir. Et au bout d'un moment, on n'a plus aucun repère cognitif, on croit en rien, on devient confus, cognitivement totalement confus, émotivement perplexe, on ne sait pas à qui faire confiance, on fait confiance à personne. Finalement, on s'isole, on devient paranoïaque et ça y est, c'est fait. La personne est déjà sur le chemin de la dépersonnalisation. Maintenant, si vous parlez de toute la communauté, là, j'ai parlé de l'individu, on peut parler de la famille, Oui. je sais pas, de tout ça. On était sujet d'un programme de schizophrénie. Ça, je l'ai vu dès le départ parce que je me suis dit, c'est pas possible qu'ils ne savent pas. C'est quand même des, enfin, c'est les collègues, mais il y en a qui étaient des vrais épidémiologues. Ils savaient très bien de quoi ils parlaient. Mais le programme qui leur a été donné, la méthodologie qui leur a été donnée, c'était la méthodologie du choc, c'est-à-dire des informations contradictoires en permanence. Et ils le faisaient sciemment, consciemment. Maintenant, il ne faut pas être paranoïaque, les gens n'avaient rien compris, ils interprétaient cela comme une nouveauté, tout le monde est perplexe, il y a une nouvelle maladie, etc. Non, c'était pas ça. Hein. C'était pas personne n'était perplexe. C'était un programme et une méthodologie de rendre les populations complètement confuses et schizophrènes et de leur prendre toutes sortes d'immunités en fait. Là, je parle de l'immunité mentale, psychologique. Après, l'immunité physique, ça s'ensuit. Eh bien, déjà, la confusion était donnée par ces grands confinements qui ne servaient à rien. Le livre de Michel Foucault, tout le monde connaît le livre de Michel Foucault, Le Grand Renfermement. Le grand renfermement n'a jamais rien réglé dans l'histoire humaine, même à l'époque des pestes
ça n'a jamais rien réglé. Et tout le monde le sait qu'en enfermement, les gens vous ne pouvez rien empêcher. Et les renfermements n'étaient pas faits à cause des soi-disant maladies. Le but était autre chose. Le but était de mettre les populations dans les situations de la préparation pour quelque chose de grave. Et Mais Madame Miller, j'ai une question qui me brûle. bien sûr, Vous parlez d'un programme, d'une opération pour simplifier d'ingénierie sociale, de mind control à l'échelle de la planète. ah, tout à Comment fait. se fait-il qu'il y a des individus qui se sont laissés séduire ou manipuler ou endormir ou hypnotiser et qu'il y a un petit pourcentage, ce que je crois être un petit pourcentage, qui n'adhèrent pas à ça? Comment on explique ça, qu'il y a des gens qui n'adhèrent pas? Bien sûr, je vais venir à cela parce que justement, c'est l'expérience de professeur Milgram qui a montré que la majorité s'identifie à l'agresseur, la majorité a peur, la majorité est faible déjà au niveau de la structuration de la personne. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'opposer, qui sont mal formées dès le départ, dès l'enfance. Donc leur ego n'est pas fort, ils ne sont pas créatifs, parfois même pas très forts cognitivement, ils voient pas de quoi il s'agit. Ça, je mets ça à part, côté cognitif. Mais il y avait le conformisme social, il y avait la peur extrême. C'est l'expérience de Milgram a justement montré comment les gens, comment le programme de peur et de traumatisme agit sur les personnes. Et là, il y a l'identification à l'agresseur et ils sont anéantis. Je reviendrai à ce sujet-là pour montrer pourquoi certains ont pu lever la tête et ont pu résister. Ça serait absolument important pour nous parce que c'est la chose la plus cruciale, la plus importante pour moi dans l'expérience de Milgram. N'est pas que la majorité se conforme, mais qu'il y a un petit nombre de personnes qui disent non, qui sont Absolument. capables de dire non. C'est ça le plus important. Et donc, on en reviendra mais à ce point. Mais juste pour finir avec les méthodes, donc, on a eu ces méthodes de confusion et de choc qui étaient tout à fait, à mon avis, tout à fait préméditées, programmées, étudiées et appliquées comme un programme. Là, il faut pas se leurrer. C'était pas un hasard, c'était pas la confusion, c'était pas. Ils savaient exactement ceux qui ont fait ça savaient exactement ce qu'ils faisaient. Maintenant, on va voir qui a fait ça. Enfin, c'est pas seulement les membres de Davos, la Big Pharma, Davos, leur camaraderie politique et les banquiers. Hein, ça, c'est toujours la même famille. Mhm. Et le programme de Malthus de la réduction de la population, parce que tout ça, c'est lié à l'agenda de la dépopulation. C'est très important d'avoir tout le temps en conscience que l'agenda de la dépopulation était l'ultima ratio de tout cela. Mais enfin, bon, ils ont fait ce programme C'était un programme tout à fait prémédité, développé et appliqué sur nous. Ensuite, il y avait la privation sensorielle, ça on a bien vu, vous ne pouvez pas sortir, ça c'est la privation physique. Vous ne pouvez pas sortir. L'immunité dépend de l'air frais, du soleil, au printemps, mais on ne pouvait pas sortir. Donc la privation sensorielle physique, elle est là. La privation sensorielle affective, c'est exactement ce qu'il disait. N'embrassez pas vos proches parce que c'est très dangereux. Il ne faut pas voir les grands-parents, il ne faut pas voir les enfants, etc. C'est hallucinant parce que ce comportement produit juste le contraire. Tout à fait. Euh, S'isoler, ne pas avoir les liens affectifs, votre immunité psychologique baisse immédiatement. Et quand l'immunité affective et émotive baisse, physique fait la même chose. Donc ça, c'était très dangereux et ça, c'était très cruel. Et ça, c'était dans le domaine de la privation sensorielle. Ensuite, il y avait les méthodes de répression. Ça, on a bien vu, c'est pas la peine d'en parler parce qu'au Canada, j'ai bien vu ce que vous avez subi. Nous, en France, à Paris, avec les Gilets jaunes et avec tous les combats, dans les Balkans, pareil. En Australie, c'était le pire. En Australie, c'était vraiment l'expérience jusqu'où les gens vont obéir. Exact. Jusqu'où avec les chevaux, l'eau lancée sur la population, les jets comment dirais-je, c'était vraiment la répression policière à outrance. Et là, ils testaient
jusqu'où ils vont obéir. Est-ce qu'il y a un moment où ils vont dire non, on n'a pas peur, on sort. Bon, voilà. Vaut mieux mourir, comme disait un avocat à Paris, maître Carlo Brussa, que je cite souvent parce que c'est une phrase très extraordinaire. Il disait, je préfère mourir en liberté qu'être guéri en tyrannie. Et là, c'était ça un petit peu. Donc, c'était la répression. La répression, elle entraîne toujours le mécanisme de défense le plus pathologique qui soit. Comme je viens de dire, c'est l'identification à l'agresseur. C'est-à-dire quand quand on est dans une répression permanente, c'est-à-dire dans le programme de peur, programme de traumatisme, on a deux mécanismes. Si on est fort et si on a un ego fort et si on est bien structuré, après on va voir ce que ça veut dire exactement. Là, on se bat coûte que coûte. Si c'est pas le cas, on s'identifie à l'agresseur. C'est-à-dire l'agresseur, celui qui a été agressé, se fait agresseur. C'est-à-dire on répète ce comportement et on le propage par la suite sur les innocents, par définition. Mais ça explique beaucoup de choses, là. Ce que vous nous Absolument, dites là, ça explique absolument. beaucoup le comportement de Des nos médecins, proches, là. voilà. Et surtout de notre communauté, des médecins Exact. et des autres qui étaient finalement la population de 1000 grammes. C'est exactement ceux qui continuaient à donner les électrochocs. Ils subissent et ils écoutent, ils obéissent, ils écoutent les ordres de soi-disant l'autorité d'une façon complètement, pas illogique, mais irrationnelle, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se conforment et ils ont peur. Ils sont identifiés à l'agresseur et ils vont continuer. Et c'est la majorité qui continue. La minorité est courageuse, la minorité désobéit. Mais la majorité continue.